Bonjour à tout le monde, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Donc, en fait, on a changé un peu le titre, hein, parce qu'on va parler de la ville intelligente. J'essaie de l'aborder sous deux questions. La première question, c'est un sujet dont on en parle beaucoup aujourd'hui, et on ne sait pas trop en quoi ça consiste, etc. Donc, l'une des premières questions, quel est son intérêt? Quel est son intérêt de manière générale et quel est son intérêt pour votre groupe? C'est quelque chose qui est assez important. Une deuxième question qui est aussi importante, c'est un sujet qui paraît trop compliqué. On ne sait pas de quelle manière il faut l'aborder. Donc, à travers un exemple, je vais vous montrer un peu comment on a fait pour essayer de l'aborder. Voilà un peu les deux questions sur lesquelles je vais aborder. Maintenant, il y a la question que, bon, qu'est-ce que c'est une ville intelligente? J'essaie de recadrer un peu, parce que quand on parle avec des urbanistes, des architectes, ça choque. Donc la ville a toujours été intelligente, et ce n'est pas ceux qui sont dans le monde digital qui vont nous apporter de l'intelligence. Il y a vraiment une confusion par rapport à ça. En fait, il y a deux mots qui sont utilisés, la question de la ville et la question de l'intelligence. Quand on parle de la ville, de manière générale, on va parler plutôt des questions des défis, quels sont les problèmes qu'on va rencontrer dans la ville. Et bien au-delà, on peut aussi porter une ambition, on n'est pas là uniquement pour régler des problèmes existants. Le monde est en train de changer. Comment on peut, à travers ce développement technologique, aussi porter une véritable ambition. Et quand on parle de la ville, on prend au sens large. Ce n'est pas la ville entière, ça peut être éventuellement un quartier, ça peut être un parc de logement, ça peut être un bâtiment, ça peut être éventuellement un réseau, que ce soit un réseau d'eau, d'électricité, etc. Ça peut être un service. Donc, quand je parle de la ville, je le prends vraiment au sens large. Ça peut couvrir l'un de ces éléments-là. Et quand on parle de l'intelligence, on est plutôt sur une solution. Ce n'est pas un adjectif, ce n'est pas la ville qui est intelligente. C'est trouver une solution qui est plutôt innovante pour essayer de trouver des réponses par rapport à ces difficultés. Et quand on parle d'une solution, la question qui se pose, c'est pour qui? Quel est notre centre d'intérêt? C'est important. Et que le centre d'intérêt, quand on parle de la ville intelligente, c'est l'usager. On va essayer de trouver quelque chose qui, avant tout, au service de l'usager. Quand on parle de l'usager, bien sûr, l'environnement est concerné, et on est également concerné par la question de la société. Donc, c'est ce qui est important, trouver une solution innovante par rapport à ces difficultés, en se focalisant, je pense que c'est quelque chose qui est assez important au niveau de l'usager. Et pour essayer d'aller un peu dans ce sens-là, on va parler des défis de la ville. On peut parler de ce qui se passe dans les pays développés, des pays en voie de développement. Et il y a des points communs, mais il y a des spécificités. Je vais essayer de me focaliser plutôt sur les pays développés. De temps en temps, j'aborderai un peu ce qui se passe dans les pays en voie de développement, parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. L'une des premières questions qui se pose, c'est la question de la concentration de la population. Voilà une carte de la France, on voit un peu que la concentration de la population est essentiellement dans des grandes métropoles. 90% de la population est dans les villes. Et quand on regarde un peu l'évolution, en bas, on voit un peu ce qui se passe dans les pays développés, on est à peu près à 1 milliard. Et regardez un peu les développements qu'on va avoir, il est essentiellement dans les pays en voie de développement. C'est là où il va y avoir de plus en plus de concentration dans les villes. Donc, dans l'avenir, les grands enjeux urbains, ils sont plutôt dans les pays en voie de développement. Parce qu'il y a une croissance de la population qui était énorme, il faut tout construire, donc il y a beaucoup d'enjeux dans les pays en voie de développement. Deuxième enjeu qui est assez important, c'est la question de vieillissement des infrastructures. On sait que les infrastructures ont été construites essentiellement depuis 50-60 ans. Regarde un peu ici en France le parc de logement. 80% on est entre le D et le G, parce que c'est un parc assez ancien. Et là, vous avez des informations un peu récentes, quand on regarde un peu côté eau. On voit bien qu'il y a des inquiétudes assez importantes, parce que certaines infrastructures dans l'eau remontent à 100-150 ans. On a fait ajouter des couches après couches, donc il y a une véritable inquiétude par rapport à ces infrastructures. La SNCF, on en parle souvent, aussi des infrastructures qui sont assez anciennes. Et une information assez récente, le Moniteur qui parle un peu des ouvrages d'art. Du coup, bon, on arrive à la ligne rouge, et il y a un pont qui ferme chaque jour pratiquement en France.
Récemment, on a parlé aussi des cathédrales des églises, avec tous les problèmes qui s'opposent. Donc il y a une véritable problématique par rapport au vieillissement. Une infrastructure, il a une durée de vie. Cette durée de vie dépend beaucoup de la maintenance, de la manière dont elle a été conçue. On a de moins en moins de crédits pour la maintenance, donc du coup il y a de véritables questions par rapport à cette question de vieillissement. Et cette question-là, elle n'est pas uniquement en France. Là, vous avez une étude qui est assez récente, de 2013, de l'association de génie civil aux États-Unis. Il y a une évaluation de l'ensemble des infrastructures sur une note entre A et E. La note qui a été donnée de manière globale aux infrastructures aux États-Unis, c'est D+. Donc c'est quelque chose qui est assez catastrophique. Il donne même les détails. Là, vous avez les détails par différents secteurs. On voit bien qu'il y a des notes qui sont dans le D, D+, le C. On est aux États-Unis, du point de vue infrastructure, mais vraiment, on arrive au seuil de CO rouge. On parle aussi même d'Allemagne dans le mode de transport, il y a également des difficultés. Donc c'est une difficulté, de manière générale, pour les pays développés, qu'on a construit, à un moment donné, on a bien construit, et maintenant on arrive un peu au bout du relevé de ces infrastructures. Donc la question de maintenance et de prolongation du relevé de ces infrastructures, c'est une véritable question. Aux États-Unis, ils ont fait une évaluation en termes d'investissement en 2020, on parle de 3,6 milliards. C'est énorme comme ça. Deuxième question qui est assez importante, c'est la question de la pollution. Là, c'est une estimation de l'Organisation mondiale de la santé. La pollution de l'air tue actuellement 7 millions de personnes. C'est énorme. Et si on regarde le deuxième aspect, le réchauffement climatique, il y a rien, on parle, mais dire que le dernier sommet de la Terre était vraiment consacré là-dessus, avec toute la part que ça peut avoir sur le changement climatique, etc. Donc, deuxième question qui est importante aussi au niveau de la pollution, c'est cette question du changement climatique. Combien maintenant dans nos villes, la situation un peu à Paris, un peu les pics, 14 mars 2014, qu'on arrive à un pic, c'est une photo réelle, il y a un an à peu près. Donc, une véritable question, maintenant, du fait qu'il y a une obligation d'observation, de mesures, donc on se rend compte aujourd'hui de plus en plus cette question de pollution et son impact qu'il peut avoir sur la société. Il y a une étude qui est assez intéressante qui a été publiée sur l'origine de la pollution, donc en petites particules. On voit bien qu'il y a une vingtaine d'années, le secteur du bâtiment apporte une contribution de l'ordre de 40%, l'industrie 24%, le secteur du bâtiment avec tout l'effort d'amélioration maintenant il occupe une part moins importante, on est à 30%. C'est l'industrie qui n'a pas vraiment suivi comme ce qui se passe dans les bâtiments, on est à 30% à peu près. Le secteur de l'agriculture également qui commence à prendre une part relativement importante. Donc ça c'est les chiffres officiels que la France présente au niveau mondial concernant cette question de pollution atmosphérique. Comme on voit dans d'autres pays, la situation est beaucoup plus catastrophique, la situation en Chine. Et le taux de particules peut arriver à 500. Le seuil est de l'ordre de 25, on a un peu une idée. Et ça devient pratiquement presque de quotidien. Donc des véritables problématiques au niveau de cette question de pollution de l'air. Deuxième chose qui est assez importante, on parle du vieillissement des infrastructures, c'est le vieillissement de la population, essentiellement dans les pays développés. Là, on voit, j'ai pris cet exemple-là au Canada, de temps en temps j'essaie de diversifier un peu les exemples. On voit bien entre 1980 et ce qui est prévu en 2030, on est en train d'inverser un peu le pyramide d'âge. Donc cette question de vieillissement de la société est vraiment au cœur. Le paysage va changer de manière radicale dans les sociétés développées. Donc on voit comment on peut se préparer par rapport à ce changement, c'est une question qui est vraiment très très importante. Là, il y a un peu plus de données au niveau international, ce qu'on appelle le taux de dépendance. C'est le taux de ceux qui sont qui ne peuvent pas travailler, c'est les jeunes, plus ceux qui sont à la retraite par rapport à ceux qui sont en âge de travailler. Si on regarde un peu côté France, actuellement on est à peu près à 2,5 qui travaillent pour une dizaine, qui ne peuvent pas travailler par rapport à 10 qui travaillent. La situation va évoluer, on s'attend à avoir à peu près autour de 5 qui ne peuvent pas travailler par rapport à 10 qui peuvent travailler. La situation au Japon est beaucoup plus catastrophique. Regardez un peu les prédictions, c'est la deuxième colonne. On va arriver à peu près à 8
qui ne travaille pas par rapport à une deuxième qui travaille. Donc il y a une inversion assez importante, c'est le changement qui nous attend, c'est assez important par rapport à cette question de glissement de la société. Bien sûr, l'impact sur la santé, et tout ce qui est maintien à domicile, on ne peut pas tout se mettre dans des maisons pour personnes âgées. Donc, cette question-là, comment faire évoluer notre patrimoine pour qu'on puisse les garder à domicile, et toutes les questions des services personnalisés qu'on doit développer pour eux. Une chose importante, tout ça, ça arrive dans un contexte qui est assez difficile, c'est la crise économique. Le taux de croissance en Europe, le PIB est assez faible, un chômage qui est assez élevé, ça ne facilite pas les choses pour qu'on puisse effectivement faire des investissements au niveau des infrastructures. Une chose qui est assez importante, c'est l'accès à l'information. On est dans une période où il y a beaucoup de choses qui changent. Et il y a une estimation en France que 90% de la population s'intéresse à l'actualité. Pour le nouvelle, on regarde. Et même 60% qui regardent l'actualité plus que 2 fois par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information est accessible, on va regarder, du coup on devient plus exigeant. Parce qu'on est informé aujourd'hui, le moindre des choses, très vite, l'information va se diffuser et on va savoir un peu ce qui se passe. Donc du coup, il faut s'attendre un peu à cette croissance en termes d'exigence. Et encore plus, dire que quand on regarde la situation en France côté réseaux sociaux, 26 millions qui ont des abonnements à Facebook, YouTube également. Donc on est également présent sur les réseaux sociaux. Et quand on est présent sur les réseaux sociaux, on ne consomme pas uniquement de l'information, on produit. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Donc on devient aussi un acteur de l'information. Et c'est quelque chose qu'il faudra vraiment intégrer aujourd'hui dans la société, que l'accès à l'information se démocratise et on devient également un acteur de cette information. Et la population devient plus exigeante par rapport à ce qu'on veut. Donc, j'essaie de résumer un peu. Donc, c'est quoi les enjeux aujourd'hui? On veut transformer notre système urbain avec les contraintes que j'ai données, cette question de croissance, glissement du patrimoine, de la population, question de pollution, de la gouvernance, comment on gère aujourd'hui nos institutions, nos structures. Et cette question, il y a une exigence accrue de la population. On veut transformer tout ça pour arriver à un système urbain, une ville, un quartier, etc., qui est responsable par rapport à la population, par rapport à l'environnement, et qui pense aussi à cette question de la nouvelle génération, qu'on parle des infrastructures de durée de vie de 40, 50, 60 ans. Ce qu'on fait mal aujourd'hui, on ne maintient pas nos ouvrages. En fait, c'est un dette qu'on reporte à la nouvelle génération. Donc, c'est quelque chose qui est également assez important. Et tout ça, dans cette transformation qui est énorme, elle arrive dans un contexte de crise économique. Et la question qui se pose, est-ce que, aujourd'hui, la transformation assez importante qu'on a dans la société, surtout cette question de la technologie de l'information et du numérique, est-ce qu'elles peuvent nous aider dans cette transformation? C'est vraiment la véritable question qui se pose, compte tenu de la crise économique qu'on a. Donc c'est un peu la deuxième partie, en quoi ça consiste cette question de société de la connaissance et quel impact il va avoir sur le milieu urbain. Tout d'abord, si on regarde un peu l'évolution des connaissances, en termes d'accès, on est sur quelque chose qui est extraordinaire. La connaissance avance de manière incroyable en termes d'accès. Avant, on mettait 150 ans pour doubler les connaissances qu'on a. Maintenant, c'est de l'ordre d'un an. Et dans l'avenir, on dit qu'on va doubler les connaissances en quelques mois. Donc, dire que cette question-là qui est assez importante. Autre chose que cette connaissance, elle est globalisée. Il n'est plus aujourd'hui dans un tel pays, dans un tel secteur, c'est quelque chose qui est partagé et également il est accessible. Mais par contre, les difficultés qu'on a, c'est que toutes ces connaissances-là, on a beaucoup de mal à les intégrer. Ça va tellement vite. Notre capacité en tant que société, en tant qu'individu, en tant que structure, sont beaucoup plus limitées. On se trouve bien en dessous. Donc, je veux dire qu'on produit beaucoup de connaissances, qu'on a beaucoup de mal à les transférer dans notre système économique et la société. Et toute la question qu'on a, c'est comment augmenter notre capacité à intégrer ces connaissances. Et là, ça va passer par l'innovation. Donc, les grands enjeux qu'on a ici, ce n'est pas de continuer à augmenter les connaissances, parce qu'on en a déjà beaucoup,
Même s'il y a encore des enjeux, il y a pas mal de travaux là-dessus en recherche, mais le grand enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est comment améliorer notre capacité à bénéficier de ces connaissances. Et là, on peut dire que la question de l'innovation est vraiment au cœur de notre préoccupation. Maintenant, quand on parle de cette question d'innovation, c'est pas simple. Il y a tout un esprit, une culture à mettre en place. Il y a quelques outils dont on parle un peu partout. Tout d'abord, au niveau d'une institution, d'une structure, c'est un engagement. Effectivement, on veut y aller. Et ce n'est pas uniquement une question de demande, parce qu'on y croit. C'est quelque chose qui est important, il est stratégique. Deuxième chose, si on veut innover, il faut avoir un peu de temps. On ne peut pas innover en courant. Il faut prendre un peu, de temps en temps, une petite pause. Prendre un peu de recul, c'est quelque chose qui est assez important. L'innovation, ce n'est pas uniquement au niveau des cas, c'est partout. Partout, il y a des bonnes idées. Il faut aussi élargir notre champ de vision. On va tout regarder, voir là où il y a des bonnes idées, voir comment on peut les intégrer. L'échange, c'est un élément important. Changer en interne, pas seulement en interne, en externe. La diversité, c'est essentiel. C'est par la diversité qu'on peut faire beaucoup de choses. Et comme ce que j'ai dit, les connaissances évoluent, la question de la formation également, l'accès, retourner de temps en temps à des formations, c'est quelque chose qui est aujourd'hui important. Donc la formation tout au long de la vie, ça devient également un élément qui est essentiel. Maintenant, une question qui est importante, dès qu'on va innover, on prend en force des risques. Et ça, c'est normal. Donc, ça, c'est dans l'engagement d'une structure. Bon, on y va parce que c'est stratégique. On prend un risque, on le sait. Donc, il faut aussi encourager les différentes initiatives. Ce qui nous paraît aujourd'hui vraiment comme impossible, il faut le devenir possible. Et ça, il y a beaucoup d'expérience qui le montre. Une chose qui est assez importante aujourd'hui, c'est la question de l'innovation ouverte. Avant, dans les grandes structures, on avait un service R&D qui s'occupait de tout. Ça coûtait très très cher et le rendement n'était pas aussi intéressant que ça. Aujourd'hui, tout change. Pourquoi l'innovation, il est un peu partout dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas uniquement un service R&D qui s'en occupe. Il faut regarder tout ce qui se passe dans la structure. Même avec ça, ça ne suffit pas. On est entouré par des startups, par d'autres sociétés, par d'autres, etc., qui partagent aussi les mêmes soucis. Et aujourd'hui, de plus en plus, même les grandes structures aujourd'hui, ils vont plutôt sur ce schéma-là. Il faut partager, il faut voir, il faut apprendre, etc. Donc c'est une question qui est vraiment importante. C'est une question d'open innovation, d'innovation ouverte. Ça se généralise. Les grandes entreprises aujourd'hui, ils ont compris qu'on ne peut pas tout faire en interne. Il vaut mieux partager. Et c'est ce partage global qui va vraiment nous aider. Et le numérique, dire que c'est un élément qui est vraiment essentiel. Essentiel, dire qu'il y a beaucoup d'études qui le montrent, comme quoi c'est un élément de renforcement de la compétitivité, d'amélioration de la performance, pratiquement dans tous les domaines. Tous les domaines aujourd'hui, on le fait. Il y a beaucoup de rapports là-dessus. Il y a ce rapport qui est assez récent, qui parle de ce qu'il faut apporter le numérique. Il y a, en bas, on voit un peu quelque chose qui est vraiment aujourd'hui, c'est l'absence de compétences numériques, c'est une nouvelle forme d'illettrisme. Et on ne peut plus se permettre aujourd'hui. On va avoir le minimum de compétences en numérique, parce que c'est assez dangereux, c'est pas de notre époque, etc. Donc la question du numérique, elle est importante, et il faut l'intégrer dans la stratégie d'innovation. Maintenant, qu'est-ce qui va nous apporter le numérique? C'est la question laquelle on dit que le numérique est intéressant, qu'est-ce qu'il va nous apporter? On est dans la société de la connaissance, donc la question de la donnée et de l'information est vraiment essentielle. Il faut pouvoir collecter ces données. On peut collecter ces données, parce que bon, on peut mettre des capteurs, on peut mettre des caméras, tout ce qu'on veut, pour aller chercher nous-mêmes ces données. Mais également, la société elle crée aussi beaucoup de données qui sont dans des archives. Quand elles sont dans les archives, c'est très très difficile d'y accéder. Donc la question de la numérisation des archives, pour qu'on puisse y accéder de manière facile, c'est une question qui est vraiment importante. Et après, il y a les données personnelles. Chaque fois qu'on bouge, qu'on utilise le téléphone, qu'on paye par carte, etc., qu'on prend le transport, on génère des données. Et ces données-là, elles intéressent beaucoup de monde. Donc, il y a aussi cette possibilité d'accéder à toutes ces données-là. On voit bien que cette question de la collecte de la donnée, la partie informatique, la partie numérique, est vraiment au cœur de la collecte de données. Une fois qu'on a ces données, on va les transférer, on va les stocker dans des grandes bases de données, on va les traiter. Les traiter, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire de l'analyse. On va essayer de les partager, c'est important.
le fait de les croiser, il y a parfois des résultats qui sont vraiment surprenants, croiser des informations qui viennent de différents domaines, voir comment on peut faire. On peut beaucoup apprendre à partir de ces données. On peut agir s'il y a des choses qui ne sont pas normales. On peut optimiser. Donc, dire que dans ces données-là, on peut faire beaucoup de choses. Et l'essentiel, c'est donner de la valeur. Et si je prends une donnée isolée, il a une certaine valeur, le mettre dans un contexte historique, voir comment il varie, comment il change, ça donne encore plus de valeur. Le mettre dans un contexte spatial, et je connais la température ici, quand je connais ce qui se passe tout autour, ça me donne encore beaucoup plus de valeur. Et si je sais que je suis dans un hôtel, je ne suis pas dans un appartement, ça donne encore plus de valeur. Donc dire qu'on va créer de la valeur à la donnée qu'on met dans un contexte à la fois historique, spatial et d'usage. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Des exemples, on peut collecter des données, vous en connaissez, je vais passer rapidement dans le bâtiment aujourd'hui, il y a des possibilités énormes. Mais la question qui se pose, c'est quand je vais mettre un capteur, pourquoi je le mets? Qu'est-ce que je vais faire avec? C'est une question vraiment importante. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des offres commerciales, c'est énorme, mais tout n'est pas utile. Donc l'une des premières questions qu'on pose, de travailler avec un partenaire, qu'est-ce qu'on va faire? La première question, quelle est votre problématique? Et comment ce capteur-là peut vous apporter quelque chose? Donc c'est une question qui est vraiment importante. Deuxième exemple qu'on a, c'est dans le domaine de l'énergie, que dès la génération jusqu'à l'usager, à tout moment, on peut mettre des capteurs, on peut faire des choses, etc., pour comprendre sur l'ensemble du cycle de l'énergie, comment les choses se passent, améliorer la sécurité et faire de l'optimisation. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui là-dessus. Sur le transport, on a également la même chose, comment gérer le transport de manière optimisée. Donc c'est une question également qui est vraiment assez importante. Maintenant, quand je viens dans le milieu urbain, avec ces capteurs, vu qu'on a la possibilité de mesurer sur des conduites d'eau, d'électricité, de choix, tout ce qu'on veut, on va mettre ces capteurs-là qui vont nous donner des informations qu'on va essayer de les stocker. On est dans la ville, la question de l'usager, comme je dis, est essentielle. Il y a la possibilité d'interagir avec l'usager, il peut nous générer des données, il peut donner son avis, donc je dirais que c'est également un élément essentiel qu'on parle de la ville, cette question d'interaction avec l'usager. L'autre chose qui va nous être très utile, c'est que ces données, on va pouvoir les partager. On va pouvoir les partager entre différents secteurs, entre l'eau, l'énergie, etc., entre les collectivités, les opérateurs, les associations des quartiers. Il y a pas mal de choses qu'on peut partager. Donc du coup, c'est ce partage qui va donner encore beaucoup plus de valeur à ces données. Et c'est ce concept-là qui va être intéressant. Collecter, stocker et surtout partager les données pour faire ce qu'on appelle l'intelligence collective qui est partagée. Maintenant, comme j'ai dit, on est dans la ville, on peut aussi récupérer plein d'autres données sur la météo, sur la pollution, le transport, les réseaux sociaux. Et c'est ça qui va nous donner, globalement, au niveau des villes, des véritables bases de données. On peut tout croiser. Il y a bien sûr des données numériques, il y a de l'image, de la vidéo, etc. Mais on n'est pas obligé, parce qu'aujourd'hui, le sujet de Big Data, c'est un sujet réel. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à là. Et que dans l'avenir, de toute façon, c'est inévitable, on est en train d'aller vers ça. On n'est pas obligé à tous les niveaux d'aller vers ça. Mais aujourd'hui, sur le plan technique, il y a une possibilité de collecter autant de données, de pouvoir les traiter et voir ce qu'on peut faire avec ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est vrai qu'avec les données en temps réel, on peut suivre ce qui se passe. Très généralement, les infrastructures qu'on a, elles sont enterrées, on ne les voit pas. Avec l'instrumentation, elles deviennent visibles. Si j'ai une fuite d'eau, je ne la vois pas, mais avec des capteurs, vous pouvez nous dire j'ai une fuite d'eau. Si j'ai une contamination, je ne vois pas. Il y a une possibilité de le faire, etc. Donc, cette question de suivi en temps réel, elle est vraiment importante. Si on arrive à suivre en temps réel, certainement on peut améliorer la sécurité, parce qu'on peut détecter des anomalies et agir très très vite. On peut faire de la gestion optimale, parce que dès lors qu'on a la connaissance, on peut agir sur des infrastructures, on peut gérer de manière optimale. On peut interagir avec les usagers. Le téléphone aujourd'hui, c'est un outil qui est extraordinaire. Et on peut faire de telle manière que l'usager devient un véritable acteur, les consulter. Et ce qui est important aujourd'hui, qu'on est dans la ville, c'est assez compliqué, qu'on va investir, on ne sait pas trop comment faire, etc. Donc si on a des données historiques, on peut beaucoup mieux comprendre les priorités d'intervention, faire de l'optimisation, développer des modèles prévisionnels qui ne sont pas passés sur des mathématiques, qui sont passés plutôt sur ce qu'on apprend à partir de données. Et aujourd'hui, ça se développe de manière très très importante, ça devient un outil d'aide à la décision.
Donc c'est ça qui va nous apporter cette notion de ville intelligente. J'essaie de passer à la deuxième partie, présenter un peu à travers un exemple ce qu'on avait fait. En fait, on a fait un démonstrateur, ce qu'on appelle la ville intelligente et durable au niveau du campus. Et on est parti d'un projet académique. Donc quand on veut faire un projet structurant à l'échelle du territoire sur un nouveau sujet, le sujet, on va aller sur la question de la ville, mais on va croiser trois mots-clés qui présentent un intérêt pour la société et qui présentent un intérêt pour les collectivités ici, pour l'État, pour pouvoir avoir un peu de financement côté université. Le sujet de la ville, parce que je ne reviens pas là-dessus, développement durable, c'est un peu partout, on en parle. Et l'autre question, c'était le numérique, tout simplement parce que le numérique est une priorité dans la région, pas en termes de compétitivité, mais également en termes de création d'emplois. Donc on va essayer de combiner ces trois aspects, et quand on combine ces aspects-là, on arrive très vite à cette notion de la ville, mais étant à l'université, on n'avait pas de compétences de la ville, parce que c'est une compétence qui est transversale. À l'université, on est très bon quand on sait, on est bon en maths, en chimie, etc. Et là, on aborde un sujet qui est vraiment transversal. Donc, ce qu'on a dit avec la région, ce serait bien de passer par une concertation relativement large, mettre autour de la table ceux qui connaissent vraiment bien la ville. On a passé du temps et on s'est mis dans un contexte vraiment international dès le début. On a eu l'aide d'une association internationale qui travaille sur la sécurité de l'eau. Il regroupe une trentaine de villes aux États-Unis, en Europe, et tous les grands opérateurs de l'eau. Donc on avait commencé à travailler avec eux. On a mis autour de la table des collectivités, les opérateurs de l'énergie, etc., des startups. Qu'est-ce qui est sorti de tout ça? Ça s'est monté en 2010-2011. À l'époque, on ne parlait pas de villes intelligentes, on parlait plutôt des réseaux intelligents, donc des smart grids. Et les réseaux intelligents à l'époque, c'était l'électricité. Et il y avait une expérimentation avec nos partenaires, notamment à New York, en fait qu'effectivement, dans la ville de New York, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et la question qui se posait, qu'on est dans la ville, il y a les autres réseaux. Des réseaux d'eau, d'assainissement, de chauffage. À l'époque, on ne parlait pas encore de ça. Donc, la question, c'est, si on va aller dans la ville, c'est comment aller aborder les autres réseaux. Autre sujet qui est important, ce sont les interactions. Quand j'ai un incident sur les réseaux d'électricité, comment il va impacter le réseau d'eau, d'assainissement, etc. Et aujourd'hui, tel qu'on est organisé plutôt en silo, même en information, donc c'est une question importante, dire qu'on va essayer de traiter les interactions entre les réseaux. Ça, c'est les trois choses qu'on essaie de faire. Et le constat, c'est qu'à l'époque, on ne trouvait pas d'exemple. L'ingénierie se développe essentiellement à travers les expérimentations. La théorie apporte quelque chose, mais c'est sur le terrain qu'on va apprendre. À l'époque, il n'y avait pas d'exemple. Donc le constat, c'est qu'il fallait passer par un démonstrateur, et il faut que le démonstrateur soit à grande échelle, ce n'est pas uniquement 2 ou 3 bâtiments. On a commencé à chercher un endroit où on peut effectivement déployer cette technologie. On faisait des réunions sur le campus de l'île 1, qui n'est pas loin d'ici. En gros, c'est un campus qui fait une centaine d'hectares. On a 25 000 usagers, entre étudiants et personnels. Et sur les 25 000 usagers, il y a 4 000 qui habitent sur le campus. Ça, c'est intéressant. 140 bâtiments, 100 km de réseau urbain. Et quand vous regardez un peu l'image sur les bâtiments, les couleurs dans les usages. Il y a de la résidence, bâtiments d'enseignement, de recherche, restauration, sport. Il y a une diversité d'usages. Et également, il y a des bâtiments qui étaient très anciens et des bâtiments récents. Donc il y avait aussi une diversité, quelque chose qui est assez intéressant en termes de performance énergétique. Et le grand intérêt, il y a un seul mètre d'ouvrage. Et qu'on avait commencé à regarder à l'époque, pour aller dans un quartier, etc., c'est assez compliqué. Parce que avoir les autorisations, avoir l'accord, etc., c'était difficile. Mais là, on avait un seul mètre d'ouvrage. Quand l'université disait, on va y aller, on va mettre des capteurs, on y allait, on mettait, donc ça facilitait beaucoup la vie. L'intérêt, c'est que sur le campus, on a des réseaux, et les réseaux sont propriétaires. Ils appartiennent à l'université. L'eau potable, l'assainissement, le chauffage, le gaz, etc. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et les entreprises et les collectivités, ils ont trouvé l'intérêt très vite. Donc voilà, on a un territoire avec un seul mètre d'ouvrage, et les représentatifs de nos villes. On n'a pas aujourd'hui un seul exemple, on instrumente l'ensemble des réseaux, y compris les bâtiments. Et voilà, il y a une très très belle opportunité, ce qui nous a permis de créer assez rapidement un véritable consortium autour de ce projet. Le consortium, ce n'est pas uniquement de l'intérêt, ça a été beaucoup plus loin.
il y a des contrats qui étaient établis, des équipes communes qui étaient mises en place. On va trouver tous les opérateurs d'eau, d'énergie, etc. Un opérateur de logement social, du métropole de l'habitat, de l'énergie, les collectivités, l'association des maires de grandes villes de France. Dès le début, il était dans le workshop, il a montré beaucoup d'intérêt. Bien sûr, les collectivités de la région. Et dès le début, on se met dans un contexte international. C'est très important de voir ce qui se passe au niveau international, avec l'association. Il y avait des relations aussi avec les États-Unis, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Espagne. On a associé dès le début les startups, une source d'innovation qui est extraordinaire. À l'Université on est bien entouré. Il y a pas mal de parcs de technologie, il y a pas mal de centres d'innovation, beaucoup de laboratoires, pas seulement dans le domaine de l'ingénierie, mais également dans le domaine des sciences sociales. C'est assez intéressant. Et ce qu'on avait fait, je pense que c'est vraiment assez intéressant, on a monté des formations spécifiques. On a monté des masters sur ces questions-là. Donc très vite, ça a attiré beaucoup d'étudiants. Et ça, c'est la photo qui était 3 ans après le projet. En 2011, on n'avait personne. Personne. En 2014, 3 ans après, vous voyez un peu tous les jeunes qui sont venus travailler sur le projet, soit pour des thèses qui vont durer 3 ans, des post-doc, des masters, un stage de 6 mois. Et vous voyez bien que ça venait un peu partout, au niveau mondial. Parfois, on avait une vingtaine de nationalités dans le projet qui était autour de ce projet. On a créé une véritable communauté et de partage dans le même lieu où les gens qui étaient dans le domaine de l'automatique, l'informatique, les sciences sociales, etc. Un peu à l'image de la ville, en termes de diversité. On a réussi quelque chose qui est également extraordinaire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. Tous les 6 ans, l'État et la région définissent des priorités. Et généralement, un projet de recherche, pour qu'il soit reconnu, il met 10, 15, 20 ans. Au bout de 3 ans, il était reconnu comme étant, faisant partie des priorités de la région et de l'État, avec un label qui est assez intéressant, territoire catalyseur d'innovation. Il y a uniquement 2 projets qui étaient labellisés dans la région par rapport à ça. Parce qu'en fait, le projet, il avait du sens, il y avait ce partenariat avec le secteur privé, il y a aussi cette question d'attirer beaucoup de chercheurs et le contexte international. Je ne veux pas rentrer trop dans l'aspect technique. Le projet, comme tout projet, il y a une plateforme. Il s'appuie beaucoup sur le système d'information. Et ce qu'on avait fait, on a commencé par collecter l'ensemble des données sur le patrimoine, qui étaient dans des cartes de sous-sol, prendre toutes ces données, les digitaliser, mettre dans un système d'information géographique. On avait la chance d'avoir beaucoup de chercheurs. Chacun prenait un domaine, le domaine de l'eau, de l'assainissement, etc. Et au bout de 2 ans, l'ensemble du patrimoine était digitalisé, géolocalisé, vérifié, etc. Ça, c'est un travail qui est énorme. Deuxième chose, c'est qu'on a commencé à mettre des capteurs. Les capteurs nous donnent des informations, mais bien sûr dans le système d'information. Il y a d'autres informations qui sont utiles pour nous qu'au Québec, on met dans le système d'information. Et après, on passe à cette analyse des données. On a eu de la chance de travailler avec des opérateurs, avec des gens de métier. Qu'est-ce que c'est une fuite, qu'est-ce que c'est une contamination, etc. Et ça, c'est vraiment de l'expertise métier. Et on a fait des équipes communes, des chercheurs avec des ingénieurs qui venaient des entreprises pour essayer d'avancer là-dessus. Il y a pas mal d'avancées sur cette question-là. Et après, toutes ces données qui sont analysées, comment les mettre à la disposition des acteurs, des usagers, sous une forme qui est relativement simple, compréhensible. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait avec les graphiques qu'on fait aujourd'hui là-dessus. Et ça, le travail qu'on fait dans son ensemble. C'est de montrer un peu ce qu'on avait fait. Donc comme j'ai dit, l'information, le gros est fait. Et l'instrumentation, on a instrumenté une partie importante. Et les réseaux d'eau potable, les réseaux de chauffage, l'électricité. On a fait quelque chose qui est intéressant sur la voirie. Et on a fait un travail qui était assez intéressant sur le logement social, avec les métropoles habitat. Donner seulement un exemple sur la question de l'eau, là où on avait commencé. On a commencé par mettre un laboratoire commun, ça c'est intéressant, avec le CEA, l'association internationale, un très gros laboratoire hollandais dans le domaine de l'eau. La région nous a donné une chaire internationale, les eaux du Nord nous ont donné une chaire industrielle. 2 gros projets, un sur les fuites, un autre sur la contamination. Quand vous regardez, il y a les eaux du Nord, un acteur local, le CEA, le E de Paris, qui était associé là-dessus, au niveau international, et Vitens, qui est le premier opérateur de l'eau en Hollande. Donc on a monté 2 gros projets avec eux, et on a eu une belle réussite. L'Europe a labellisé 4, dans le cadre d'un projet européen, 4 démonstrateurs dans le domaine de l'eau. Quand vous regardez ici, l'Espagne, Londres, Lille. Il y a 3 ans, on ne parlait pas de Lille. Et aujourd'hui, ça devient maintenant vraiment
occupe une position de choix, parce qu'ils ont vu comme étant un démonstrateur au niveau européen. Après, ce sont les Hollandais. L'Assemblée générale va avoir lieu dans une semaine, lieu ici à Lille, une centaine de personnes qui vont venir un peu voir un peu ce qui se passe à Lille dans le domaine de l'eau. Ce qu'on avait fait, ça c'est un peu le réseau d'eau, on a 16 km à peu près. Les points bleus nous donnent là où on a mis des capteurs pour mesurer des flux. Voilà un peu les débitmètres qu'on utilise aujourd'hui. On a été un peu au-delà, on a mis également des mesures de pression, parce qu'on veut caler des modèles, etc. C'est assez important. Et ces données-là nous permettent de voir à l'échelle horaire les consommations. Quand on regardait un peu à droite, une consommation dans un bâtiment d'enseignement, un week-end où le bâtiment est fermé, on voit bien que des problèmes de food, etc. Et aujourd'hui, on connaît pour chaque bâtiment le profil de consommation. On fait les mesures en temps réel, on peut comparer par rapport à ce qui est connu et attendu pour voir s'il y a des fuites ou non. On a été plus loin, parce que l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la qualité, s'il y a une contamination. Comment détecter la contamination en temps réel? Aujourd'hui, il y a des capteurs qui sont développés en Europe. Il y a très peu d'expérience dans le domaine, de voir comment j'ai une contamination biologique ou chimique. On a commencé par faire quelque chose qui est assez intéressant. Au laboratoire, il y a quelque chose qui reproduit les conditions réelles des réseaux, en termes de pression, de d'écoulement. On a mis toutes ces machines et on peut injecter une contamination chimique, biologique, de forte concentration, quelque chose qui, bien sûr, qu'on ne se permet pas de faire dans des réseaux réels, heureusement. Et là, ça nous permet de tester un peu toutes ces machines-là, comment elles fonctionnent dans des conditions assez particulières, avant de les mettre sur les réseaux réels. Sur le chauffage, assez rapidement, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des réseaux appartient à l'université, y compris la chaufferie. Donc ça nous permet aussi de faire quelque chose qui est au niveau global. Et tout se passe en termes d'asservissement au niveau des sous-stations, c'est là où on a le contrôle et les mesures. Et maintenant, pour l'ensemble des bâtiments, on a le courbe de consommation et on a le courbe de température, et on peut, pour chaque bâtiment, établir ce qu'on appelle la courbe de choc pour voir comment le bâtiment est régulé. Donc on commence à avoir une connaissance assez fine de ça. Les résultats, c'est qu'aujourd'hui on est convaincu qu'il y a beaucoup de sources d'économie. On change le marché de chauffage l'année prochaine. Donc on est en train de lancer l'appel d'offres. On était sur des marchés plutôt courts, maintenant on va passer sur un marché plus long, en mettant un investissement relativement important et qui serait amorti sur la période. Donc dans l'appel d'offres aujourd'hui, voilà. Et on veut maintenant un réseau de chauffage qui est smart, au sens où on va faire un peu de attention à tout ce que j'avais évoqué. Et l'université met un investissement relativement important pour arriver à ça. Mais dans nos calculs, il est amorti sur la durée. Le logement social, c'est une action qui est assez intéressante qu'on a menée avec LMH. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt la démarche. Et LMH, on dit, bon, avec l'université, on peut voir tout ce qui se passe, comment le transférer dans un contexte particulier. On a eu une réunion de concertation avec les locataires, les associations des locataires et les services techniques, pour arriver à une sorte de cahier de charge, qu'est-ce qu'on peut mesurer, et donc les conditions, et comment l'utiliser. Donc à partir de ça, on a défini un cahier de charge sur ce qu'on peut mesurer, comment le mesurer, et qui peut y accéder. Et on a développé en interne, avec des startups, un système spécifique. C'est spécifique parce qu'on cherchait, on est dans le logement social, on ne va pas se permettre d'avoir un système qui coûte trop cher. Donc quelque chose qui ne coûtait pas cher, parce qu'on a été chercher un peu ce qui se passe, on récupère les capteurs des moins chers et les intégrer sur des cartes. Une première phase, mettre ce système-là dans un appartement pédagogique pour le tester. Et maintenant on passe à la deuxième phase, ça c'est des exemples de mesures. Deuxième phase, on est en train de le déployer dans des bâtiments réels qui sont occupés, avec des volontaires. Donc voilà un peu les exemples qu'on a aujourd'hui. On est dans cette phase-là pour voir comment tout ce système-là peut fonctionner. C'est un projet sur lequel on a pas mal communiqué. Et là, on a participé dans une journée, une rencontre parlementaire. L'année dernière, on a parlé de ce projet. Dans une délégation du MEDEF, on était à la Banque mondiale pour présenter le projet, surtout l'intérêt se rapproche pour les projets, pour les pays en voie de développement. Il y a eu BFM Business et WIO qui ont présenté le projet, une conférence TEDx, 500 personnes. C'est assez intéressant de diffuser ces informations. Et on a été dans les quartiers
Donc, voilà, discuter avec les citoyens, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et quel est son intérêt, etc. Tout ça, c'est assez intéressant. On a appris beaucoup de choses. Au niveau national, on a fait une présentation devant la Commission de régulation de l'énergie. Il y a une dizaine de pages aujourd'hui sur leur site. Et la Commission de normalisation de la flore, on a présenté le projet. Il y a des articles dans Le Point, Libération, et le Moniteur, qui a également présenté quelque chose. C'est bien, dans la région, maintenant, il y a toute une action sur la troisième révolution industrielle, avec des priorités. Le projet figure dans les priorités de manière très très claire là-dessus. Et ça, c'est un peu au niveau de l'université, vraiment au niveau international. On a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'échanges. Donc ce qu'on essaie de faire maintenant, cette expérience qu'on a acquise sur les territoires, c'est de le dépliquer dans un contexte local. C'est ce qu'on est en train de faire au Liban, mais on est en train de faire aussi dans d'autres pays. Je vous remercie.